Aujourd'hui, on ne va pas parler de crypto-monnaie, un sujet beaucoup trop à la mode pour en faire un investissement sérieux. Moins 17% en une semaine récemment, ça ne te garantit pas une stabilité de ton portefeuille. Alors si tu recherches une alternative plus sûre et plus traditionnelle, cette vidéo est faite pour toi. Je vais donc te présenter une opportunité d'investissement prometteuse avec un potentiel de rendement intéressant et avec un risque contrôlé. À la fin de la vidéo, je te montrerai où se situe mon point d'entrée exact sur cet investissement. Bon, tu l'auras compris en regardant la miniature, on va aujourd'hui parler d'une action de l'entreprise Pepsi, d'accord? C'est une action cotée en bourse depuis 1968. C'est une multinationale américaine créée en 1898 qui produit et qui distribue des boissons et des snacks dans le monde entier. Pourquoi cette action, déjà, elle m'intéresse parce qu'elle est solide, d'accord? Tu vois que, voilà, on a un historique, voilà, l'action est cotée en bourse depuis 1968, ce qui en fait une entreprise assez ancienne, et surtout que tu vois que la structure est haussière sur le long terme, d'accord? Moi, j'investis dans mon portefeuille d'actions solide, sûr, j'investis sur des actions qui sont bullish sur le long terme, ok, qui sont haussières sur le long terme. Là, on voit que c'est le cas, d'accord, coté depuis 1968, et depuis 1968, bon, il y a eu des retracements, assez logiques, c'est la bourse, c'est le problème de liquidité, mais on voit qu'on est haussier sur le long terme. Également, je regarde le rendement moyen sur les 10-15 dernières années, ok, et là, sur les 10 dernières années, on a un rendement moyen de 7%, donc qui est un investissement plutôt correct pour un investissement passif. Par contre, voilà, ça c'est pour quelqu'un qui a investi n'importe où et qui laisse son action tourner, d'accord? Moi, j'apprends à mes élèves, et je t'apprends aussi un petit peu sur cette chaîne YouTube, à timer le marché, d'accord? Donc en fait, toutes ces périodes, tu vois, où les bougies baissières, voilà, on a des bougies baissières, ça, normalement, logiquement, si tu fais bien ton travail, tu ne seras pas exposé sur ce marché-là, ok? Tu n'auras pas investi dans cette action-là lorsque le marché baissera, ok? Le but, ça va être d'investir sur les points les plus bas et de sortir son investissement sur les points les plus hauts, ok? Et donc du coup, tu verras à la fin de la vidéo, je vais te présenter là où je vais rentrer, où moi là je pense que ça va être un point bas pour les prochains mois, prochaines années. Deuxième point qui m'intéresse, ça va être de regarder les dividendes qui sont versés par l'entreprise Pepsi, ok? Moi, ce qui m'intéresse et ce qui me plaît, ce qui montre que c'est une entreprise solide, c'est que, tu vois, là on a l'évolution des dividendes, ok? Donc là, actuellement, les dividendes sont de 5,06 $ par action, ok, annualisé, d'accord. En gros, l'entreprise Pepsi donne 4 fois par an des dividendes aux actionnaires de l'entreprise. Donc du coup, tu divises 5,06 par 4, donc du coup, tu as le montant de dividendes qui va être versé 4 fois pour que à l'année, ça te revienne à 5,06 $ par action. Encore une fois, ça c'est par action. Donc si tu achètes une action Pepsi à l'année, sans parler de l'augmentation de la valeur de l'action, etc., juste le dividende, tu toucheras 5,06 $. Ok. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir l'évolution des dividendes. Ok. Là, en 2003, on était à 0,62 $. Ok. L'année d'après, 0,78, 0,98, 1,12, et on voit qu'en fait, c'est en perpétuelle évolution. Même quand il y a eu le Covid, les crises, tout ça, tu vois qu'ils ont continué à augmenter la part qu'ils reversent à leurs investisseurs. Et ça me plaît. Ça déjà c'est un premier paramètre que je prends en compte, c'est l'augmentation des dividendes. Donc est-ce qu'ils ont baissé au bout d'un moment ce qu'ils versent à leurs actionnaires, etc., etc. Là on voit que Pepsi c'est pas le cas. Et qu'est-ce qui me plaît également, c'est de voir que Pepsi a versé des dividendes chaque année à ses investisseurs sans interruption pendant plus de 30 ans. Donc ça montre que toi, si tu as une entreprise et que ton entreprise se porte bien, tu peux donner une part de ce que tu gagnes aux investisseurs. Par contre, si jamais tu as des petits soucis économiques ou quoi, ce que tu vas faire, c'est soit tu vas réduire ce que tu donnes à tes investisseurs. Dans ce cas-là, sur l'historique, on verrait une réduction, ok? Ou sinon, choix un peu plus radical, l'entreprise peut choisir de totalement couper les dividendes, ok? Et dans ce cas-là, c'est un peu problématique parce que du coup, il y a énormément d'investisseurs qui s'intéressent aux dividendes, et donc du coup, s'ils voient que tu coupes pendant X temps, ils vont revendre leur part, et donc du coup, l'action va chuter, ok? Et là, on voit que c'est pas le cas. Dans les deux cas, on voit qu'il n'y a pas eu de baisse de versement de dividendes, et on voit que c'est sans interruption pendant plus de 30 ans. Donc ça montre que, voilà, Pepsi, c'est une entreprise solide qui est cotée depuis 1968, bullish sur le long terme, dividendes croissants sur le long terme, sans interruption. Donc là, niveau santé financière sur le long terme, on est plutôt très très solide. Ensuite, une autre donnée intéressante, ça va être le nombre d'actions mises en circulation.
Et là, ce qui est très intéressant, c'est que, un peu comme tu vois, la crypto-monnaie, c'est très voilà, la mode en ce moment, on parle du halving, etc. Ben, en fait, le halving, c'est qu'on réduit le nombre de cryptos qui sont minables, qui sont disponibles en gros sur le marché, ce qui rend ben, la crypto plus rare, et donc du coup, ce qui fait augmenter sa valeur, théoriquement. Okay, là, c'est un peu pareil. Cette donnée-là, ça montre que le nombre d'actions Pepsi mises en circulation sur le marché est en constante baisse, okay, depuis 2014 et même plus loin. Là, bah, la dernière donnée que j'ai, c'est 2014. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que avec le temps, il y a de moins en moins d'actions Pepsi qui sont sur le marché. Et donc du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que l'action Pepsi devient de plus en plus rare. Et que fait le prix d'un objet, d'une entité qui est rare? Eh bien, son prix augmente. Ok? Donc ça, c'est une autre chose à prendre en compte, c'est de regarder le nombre d'actions en circulation d'une entreprise. Si jamais tu vois que ça baisse, ben c'est que du coup, l'action va être de plus en plus rare. Ok, quelqu'un qui va vouloir acheter une action de Pepsi parce qu'il est intéressé par les dividendes ou autre, ou par la santé financière de l'entreprise, voilà, quelqu'un qui a envie d'acheter une action Pepsi va devoir la payer plus cher étant donné qu'elle est plus rare. Au contraire, quand une entreprise augmente sa mise en circulation d'actions, ça montre que elle a besoin d'investisseurs massivement et donc du coup ça montre une certaine faiblesse de l'entreprise. Ok, là on voit que le nombre d'actions en circulation baisse. Donc du coup, ça montre que l'entreprise est solide, les actions se font de plus en plus rares, leur prix devrait donc augmenter, tout va bien. Maintenant, on va s'intéresser à la segmentation du marché de Pepsi, ok, de la segmentation de son entreprise. D'un côté, tu as la clientèle de Pepsi, ok, et de l'autre côté, tu as les parts de chiffre d'affaires, ok. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être là où il y a les flèches rouges, tu t'imagines bien, et tu verras pourquoi sur la slide d'après, pourquoi on s'intéresse à ça. Déjà, chose qui me frappe, c'est que sur tous les clients qu'a Pepsi, ok, les États-Unis sont 57% de la clientèle de Pepsi. Donc ça veut dire que plus d'une personne sur deux qui consomme, qui achète quelque chose chez Pepsi, ça va être un Américain. Plus d'un sur deux. Ok, donc on voit que vraiment les États-Unis, c'est 57% de toute la clientèle de Pepsi. Et donc du coup, forcément, ce qui va se passer, ce qui va se passer en termes de fondamental économique aux États-Unis, ça va avoir un gros impact sur Pepsi. Ok, si jamais les États-Unis faisaient seulement 6%, comme c'est le cas au Mexique, tu vois, s'il se passe une grosse crise au Mexique, etc., ça va pas forcément beaucoup impacter Pepsi. Par contre, s'il se passe quelque chose fondamentalement parlant, on le verra après, il se passe quelque chose aux États-Unis pour Pepsi, là par contre ça a beaucoup impacté dans le bon sens comme dans le mauvais sens, Pepsi. Donc ça c'est une première chose à voir. Et ici, qu'est-ce que tu vois? Tu vois que les boissons Pepsi qui sont vendues en Amérique du Nord font 30% du chiffre d'affaires de Pepsi. Okay, donc c'est quand même un tiers, c'est non négligeable. Et donc ça c'est un premier point. Et le deuxième point, qu'est-ce que tu vois? Tu vois que la filiale de Pepsi, Frito-Lay, donc en Amérique du Nord, fait également quasi un quart. Un peu plus d'un quart du chiffre d'affaires de Pepsi. Okay, qu'est-ce que c'est Frito-Lay? C'est une filiale de Pepsi qui est spécialisée dans la vente de snacks, donc notamment la marque Cheetos, Lay's, Doritos, Fritos, etc. C'est quand même plus de 33 marques de snacks et ils font plus de 13 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc c'est avec 40 000 employés, voilà, ils sont très présents en Amérique du Nord, donc du coup voilà, ça a un impact sur le chiffre d'affaires de Pepsi. Et on verra pourquoi, juste après là, pourquoi ça a une importance. Donc souvenez-vous des 3 données clés qui m'intéressent pour un investissement sur Pepsi, c'est que les États-Unis font 57% de la clientèle de Pepsi, que les boissons vendues en Amérique du Nord, les boissons Pepsi font 30% du chiffre d'affaires, ainsi que la filiale Frito-Lay, c'est un peu plus d'un quart du chiffre d'affaires. Et donc, pour résumer, en gros, ma manière de travailler, moi, je regarde tout d'abord la santé de l'entreprise, donc on l'a vu, hein, si elle est ancienne, les dividendes versés, le nombre d'actions en circulation, etc., etc., un petit peu sa segmentation, si je vois que, voilà, une entreprise est surexposée sur un marché où il y a des petits conflits géopolitiques, etc., ça peut être un petit peu dangereux, etc., et ensuite, une fois que je regarde la segmentation, la santé financière, tout ça, je regarde qu'est-ce qui se passe fondamentalement, ok? Et si je vois que fondamentalement il y a un potentiel de croissance, là je vais m'y intéresser et je vais regarder ensuite en dernier point, en partie 3, le graphique et essayer de trouver le meilleur point d'entrée possible. Donc ça on le verra après. Là on est à la partie 2, ça va être qu'est-ce qui se passe fondamentalement pour l'entreprise. Et là il y a un gros coup qui est fait de la part de Pepsi, c'est que Pepsi a signé un accord pour devenir le fournisseur exclusif de boissons de Subway aux États-Unis. Donc tu vois les restaurants Subway, je pense que tu connais, et bien en fait ils ont l'exclusivité
des boissons de Subway aux États-Unis. Ok, cet accord remplace Coca-Cola, quand même, qui était le fournisseur de boissons de Subway depuis près de 20 ans. Donc ils ont réussi à détrôner Coca-Cola par rapport à ça, c'est un très gros coup. Et leur accord, et ils ont signé un accord pour une durée de 10 ans, ok, et débutera l'année prochaine, donc en janvier 2025. Ok. Donc du coup, les implications de l'accord, quelles sont-ils? Donc Pepsi aura accès à un réseau de plus de 20 000 restaurants Subway, quand même, aux États-Unis, ok. Donc c'est pour ça que je t'ai parlé de ça, ok. Ça m'intéresse. Là, tu vois que les États-Unis, c'est la majorité de leur clientèle, et donc du coup, ça se passe aux États-Unis. Donc hop, tu vois que je t'ai dit que ça allait impacter positivement comme négativement. Là, ça devrait impacter très positivement le chiffre d'affaires, ok. Cela permettra à Pepsi d'augmenter ses ventes de soda, de jus et de boissons pour sportifs, ok. Et donc du coup, ça va permettre à Pepsi de prendre de l'avance sur Coca-Cola, qui lui perdra un client important et devra trouver de nouveaux moyens de distribuer ses produits aux États-Unis. Ok, donc ça c'est quelque chose de très très intéressant parce que voilà, on en revient encore à ça. Ok, les États-Unis c'est un nombre, c'est la majorité des clients de Pepsi, c'est des Américains. Ok, et quand tu vois ça, ben, ça montre qu'il y a une perspective de croissance énorme. Et d'autres points clés, il y a Subway qui a également prolongé son accord avec Frito-Lay, donc je te l'ai expliqué tout à l'heure, d'accord. C'est la filiale, c'est une des filiales de Subway, de Pepsi. Et du coup, le fait que Subway prolonge son accord avec la société Frito-Lay, qui est l'unité de snack, donc la filiale de snack de PepsiCo, ça, c'est également bon pour Pepsi. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu que Frito-Lay, c'était plus d'un quart de leur chiffre d'affaires. Donc le fait que Subway prolonge l'accord avec cette filiale-là, ça montre qu'il y a, encore une fois, il n'y a aucun risque pour la croissance de Pepsi. On est plutôt sur des bonnes nouvelles. Et en plus, Subway a annoncé un partenariat avec un fonds d'investissement privé pour développer sa présence en Europe. Ok, donc ça c'est cool, hein. C'est cool pour Subway. Donc si Subway se porte bien, en fait c'est un effet boule de neige. Si Subway se porte bien, eh bien ils vont pas avoir de soucis pour avoir des clients. Et donc du coup, s'ils n'ont pas de soucis pour avoir des clients, eh bien ça veut dire que les boissons Pepsi vont se vendre dans les restaurants Subway. Ok. Si jamais Subway se porte très mal, eh bien les boissons Subway, les boissons Pepsi seront moins vendues. Mais là, du coup, on voit que c'est pas le cas. Ok, ils ont un partenariat avec un fonds d'investissement privé, etc. Et également, Subway a été racheté par la société de capital investissement Roke Capital Group. En fait, c'est une société d'investissement privé qui est spécialisée dans les entreprises de consommation, etc., etc. Et en fait, leur objectif de cette société d'investissement, c'est d'investir dans des marques qui sont bien établies, bien en place. Et ils sont très réputés pour leur culture d'entreprise collaborative et axée sur les résultats. Ok, ils axent les entreprises qui rachètent, ils axent vraiment la culture d'entreprise sur les résultats. Ok, donc si Subway se porte bien grâce à ce rachat, à ce partenariat, etc., eh bien les boissons Pepsi se vendront mieux. Ok. Si Subway va mal, eh bien les boissons Pepsi se vendront moins bien dans les entreprises Subway. C'est de la logique, ok? Donc du coup voilà pourquoi je me suis intéressé à Pepsi, ok. On a une entreprise solide et on a une segmentation plutôt intéressante par rapport à ce qui se passe fondamentalement parlant. Par contre, au contraire, si on voyait que Subway était très par exemple, imaginons, voilà, on voit que il y a un boycott de Subway aux États-Unis, bien par contre l'entreprise Pepsi là, c'est pas le moment d'acheter, faut vendre, ok. Parce que tu as 57% des Américains, enfin 57% de la clientèle de Pepsi sont des Américains, donc sont aux États-Unis, ok. Donc si jamais ils boycottent, tu as 57% des clients en moins, globalement. Par contre, tu vois, s'il y a un boycott au Royaume-Uni ou en Chine, bon, tu vois, c'est pas forcément très grave, ok, par rapport à tu vois, la segmentation, 3% en Chine par rapport à 57% aux États-Unis. Voilà, c'est pour ça que c'est très important de voir la segmentation des entreprises, parce que ça peut totalement changer une perspective d'évolution de l'entreprise. Ok, et là on voit que aux États-Unis, 57%, il y a du nouveau, c'est un gros coup de la part de Pepsi, et donc du coup pour moi c'est une perspective d'évolution gigantesque, et on va voir de suite, du coup, sur les graphiques maintenant, on va passer à la partie 3, techniquement, où est-ce que je vais intervenir et acheter Pepsi. Donc du coup nous voilà sur les graphiques. Ici, qu'est-ce que tu vois? Tu vois que, comme on a vu sur une diapo en début de vidéo, on est depuis 1968 bullish, ok? Donc ça, c'est du 12 mois. On va descendre petit à petit. On va aller en monthly, et là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'il y a une trendline qui a été créée, d'accord? Hop, à ce niveau-ci. Il y a une trendline qui a été créée, ok? Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, tous les retails qui tradent support, résistance, qui voient des vidéos YouTube sur des stratégies faciles pour vivre du trading, etc., toutes ces bêtises, ils vont acheter ici, avec un stop
un stop loss ou pas, hein, bien sûr, juste en dessous de la trendline, mais il y en a beaucoup quand ils voient que le marché chute trop, ils vont revendre, hein, d'accord. On en revient à la psychologie. Je ferai peut-être une vidéo dédiée là-dessus sur la psychologie des investisseurs retail perdants. Et donc du coup, voilà, ils ont tous investi comme ça. Ils voient une trendline, ils se disent oh, ça rebondit une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, très bien, je vais investir. Sauf que là, que fait le marché? Il chute fortement, ok. Il chute fortement, donc toutes les personnes qui avaient des stop loss à ce niveau-ci, elles se sont fait sortir. Et toutes les personnes qui ont investi sans stop loss, là, ils sont en train de prendre globalement moins 12%, ok, moins 10, moins 12%, ok. Et donc du coup, ils coupent leur investissement manuellement. Et qu'est-ce qui se passe? Quand tu achètes le marché et que tu te fais stop loss, ou que tu sors de ton investissement, tu dois revendre le marché. Et donc du coup, à ce niveau-ci, il y a énormément de personnes qui ont émis des ordres de vente, ok. Et ces ordres de vente, ça a profité à qui? Ça a profité à la smart money, aux personnes qui font réellement bouger les marchés, pour pouvoir acheter, ok. Parce que je te rappelle que sur les marchés, si tu veux vendre quelque chose, il faut un acheteur, et pareil, si tu veux acheter, il faut vendre, il faut un vendeur en face, ok. Si tu veux acheter quelque chose, il faut que tu l'achètes à quelqu'un qui te le vend. Et là, comme il y a énormément de personnes qui ont vendu ici parce que ils ont acheté ici, et puis le marché a chuté, et puis du coup, ils n'avaient pas envie de perdre plus, ils ont vendu massivement ici, par là, et bien tous ces ordres vendeurs-là, eh bien, ils ont pu être utilisés par la smart money pour pouvoir acheter. Et là, qu'est-ce que tu vois? Tu vois que le prix, hop, il ralentit, on appelle ça une accumulation, d'accord? Et là, voilà, on en est là aujourd'hui. Là, on voit que, hop, du coup, on a une accumulation en monthly, et là-dedans, on a une accumulation plus fractale en daily. Ok, si tu vas en daily à ce niveau-ci, qu'est-ce que tu vois? Tu vois que le prix, pareil, ça fait à peu près le même principe. Tu vois que le prix rebondit à chaque fois sur le même niveau. Et qu'est-ce que fait le prix? Il vient en dessous. Ok, donc toutes les personnes qui ont investi là-dessus parce qu'ils ont vu un support, ils se sont dit waouh, je suis un investisseur génial, j'ai regardé une vidéo YouTube et je vais investir, ils se font sortir, ok, ils se font sortir de la même manière qu'ils se sont fait sortir sur ce gros mouvement baissier là. Et ensuite, tu vois que du coup, à ce niveau-ci, il y a plein de personnes qui ont vendu, ok, parce que le prix s'est effondré, parce qu'ils leurs stop loss ont été touchés, et toutes les personnes qui ont vendu, leurs ordres vendeurs, ils sont allés au profit de la smart money qui, eux, ont pu effectuer ce mouvement haussier. Et donc, du coup, là, on a un BOS, ok, on a un BOS à ce niveau-ci, une cassure de la structure, ok, donc là, tu vois qu'on était plutôt baissier, avec impulsion, correction, impulsion, et là, du coup, on a un high qui peut être managé ici, ok, et ici, on a un BOS, ok, on a, globalement, sur le plus court terme, on a un high, un low, un high, un low, ok, donc on a une structure baissière, et là, on a une cassure de la structure baissière. On est passé haussier. Et donc du coup, là, moi, mon investissement, personnellement, dès que le prix reviendra sur ce bloc institutionnel-là, donc le dernier mouvement baissier, j'explique un peu plus ce que c'est qu'un bloc institutionnel dans mon école en ligne, eh bien j'investirai, ok, pour venir chercher des plus hauts, ok, pour venir chercher des plus hauts et laisser mon investissement courir, ok. Et déjà, tu vois que si jamais on atteint l'order flow à ce niveau-ci, donc l'order flow c'est la suite logique. Tac, j'ai une alerte qui a sonné, c'est pas grave, j'irai la voir tout à l'heure. Si on va atteindre l'order flow à ce niveau-ci, on voit qu'on fait un rendement de 15% en quelques jours, quelques semaines. Allez, pas plus de quelques mois, ok. Donc du coup, tu vois, on fait référence un petit peu à ce que je t'ai parlé au tout début de la vidéo, qu'en fait, toutes ces phases de baisse, normalement, tout ça là, on n'est pas dedans. Nous, si t'es formé, donc si tu es intéressé par l'école en ligne, encore une fois, il y a le Discord dans la description, où j'apprends du coup mon métier. Si t'es formé, tu vas pouvoir, toutes ces phases de baisse là, tu seras pas en investissement sur ce marché-là. Par contre, tu vas réussir à investir avant les grosses phases d'augmentation, ok. Et donc du coup, moi j'attends un retour sur le bloc institutionnel, hop, et dès qu'on touche ce point-là, donc allez, moi mon investissement il est à globalement 170 $, l'action Pepsi. Dès que l'action Pepsi vaudra 170 $, boum, j'investirai, ok. Après, si tu n'es pas... voilà, moi c'est parce que j'aime bien la précision, j'aime bien j'aime bien être chirurgical, mais tu vois, je pourrais très bien investir maintenant, tu vois. Mais moi j'attends vraiment 170 avant d'investir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Alors encore une fois, c'est pas un conseil en investissement, je te donne des informations, toujours faire tes recherches et surtout investir ce que t'es prêt à perdre. Aucun investissement n'est sûr à 100%, d'accord. Moi c'est juste une vidéo à titre informatif. Donc j'espère que mon débit de parole n'a pas été trop rapide et que t'as bien compris tout ce que j'ai voulu te transmettre. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça, je te répondrai avec plaisir. Et puis si tu es intéressé par mon école en ligne pour te former sur le métier de trader, d'investisseur, tout ça, ça englobe toute la finance, hein, c'est pas juste trader crypto, trader forex ou je sais pas quoi ce qui est à la mode, c'est vraiment tout le monde de l'investissement. N'hésite pas à regarder dans la description, tu as mon Discord, le lien de mon Discord.
tu peux m'envoyer un message là-bas. Et puis je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le trading. Ciao ciao.